C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le deuil et la colère après l'éboulement meurtrier d'une décharge en Guinée. Le bilan fait état d'au moins 31 morts. Plus de 400 sinistrés ont été évacués depuis dimanche soir. Ils ont été hébergés dans une école primaire où l'élan de solidarité s'organise. Nous serons à Conakry dans ce journal. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, une personne meurt du virus toutes les 30 minutes. Il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays. Et la riposte peine à être efficace malgré les efforts. La correspondance à Kinshasa dans un instant. Et à la fin de ce journal, on vous emmène au Sénégal sur l'île de Gorée. Une école réservée à l'élite féminine du pays s'est donnée pour objectif de former les futures femmes leaders. Les détails à suivre. L'urgence humanitaire en Guinée après l'éboulement meurtrier d'une décharge dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état d'au moins 31 morts. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées vers une école transformée en centre d'hébergement temporaire. Sur place, une chaîne de solidarité s'organise. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Plus de 500 sinistrés ont été évacués de la zone ARIX et conduits vers une école primaire transformée provisoirement en centre d'hébergement. Dans les salles de classe réaménagées, les familles tentent de retrouver un peu de répit après avoir perdu leur logement. Les autorités fournissent les denrées alimentaires. Une clinique mobile a également été déployée sur place pour renforcer la prise en charge sanitaire. C'est plus de 1500 familles qui sont à relocaliser, mais en urgence, on a pu reloger au moins 500 personnes qui se retrouvent sur ce site à Dixine, qui ont été prises en charge. Il y a eu un centre de santé mobile qui a été mis en place et à chaque fois qu'il y a une situation de santé, il y a les médecins à côté, ils sont pris en charge. Le gouvernement a décidé Dar Salam sera cassé. Toute la zone qui ne devraient pas être occupés et qui sont occupés illégalement depuis plusieurs années, l'État a pris les dispositions pour casser ces bâtiments. Aux côtés du dispositif des autorités, les bénévoles s'organisent et réunissent des dons qui seront remis dans les prochains jours aux sinistrés. En République démocratique du Congo, la propagation de l'épidémie d'Ebola est plus rapide que la riposte. C'est le constat alarmant des acteurs humanitaires présents dans les zones touchées par le virus. Selon l'OMS, une personne meurt d'Ebola toutes les 30 minutes. Il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays. Pourquoi la riposte peine-t-elle à contenir l'épidémie? Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Dans une tribune, le chef de l'OMS appelle à tripler les capacités de la riposte. Alors des progrès ont pourtant été réalisés. 19 laboratoires peuvent désormais tester les cas contre un seul au début de l'épidémie. Et les capacités d'accueil des malades ont augmenté. Mais ces progrès restent insuffisants. Selon les humanitaires, 6 malades sur 10 meurent encore dans leur communauté, loin des centres de traitement. Impossible donc dans ces conditions d'identifier toutes les chaînes de transmission du virus. À cela s'ajoutent les attaques contre les équipes de la riposte. 12 membres de la Croix-Rouge ont été blessés et plusieurs ambulances incendiées. Alors les équipes sanitaires et humanitaires travaillent sous une pression extrême, explique le chef de l'OMS, qui appelle à mobiliser davantage de soutien à la fois logistique et financier pour renforcer le travail avec les communautés. Elles sont essentielles pour contrôler les épidémies. Ce sont elles qui peuvent repérer rapidement les personnes malades, alerter les équipes sanitaires, mais aussi contribuer à suivre les cas contacts. On en vient à la proposition de Washington d'étendre à tout le Soudan l'embargo des Nations Unies sur les armes instaurées au Darfour. L'objectif est d'éviter la régionalisation du conflit et de pointer du doigt les pays qui entretiennent cette guerre, en particulier les Émirats arabes unis. Laurent Berstécher. La guerre au Soudan, au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Afin d'éviter un embrasement régional du conflit, l'émissaire américain a proposé lundi d'étendre l'embargo sur les armes instauré au Darfour il y a 20 ans au reste du pays. Alors que de nombreux acteurs extérieurs apportent un soutien militaire croissant aux deux parties belligérantes, ce Conseil devrait prendre des mesures pour limiter un tel embrasement du conflit. C'est pourquoi les États-Unis ont présenté un projet de résolution fort qui prévoit 4 éléments clés. Premièrement, l'extension de l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire soudanais.
La proposition américaine contiendrait également une interdiction sur l'utilisation croissante des drones, une augmentation du nombre d'observateurs sur le terrain et la mise en place de gels d'avoirs pour certains acteurs du conflit. Mais l'élément central de cette résolution reste l'extension de l'embargo, qui permettrait également de sanctionner les pays et acteurs tiers fournissant des soutiens logistiques, militaires ou financiers aux parties en guerre. Pourraient notamment être visés les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, dont la participation au conflit a été maintes fois documentée. De son côté, l'émissaire soudanais aux Nations unies s'est opposé à toute sanction contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Le Soudan est le pays qui souffre le plus de la prolifération illicite des armes. Cependant, l'élargissement de telles sanctions ne ferait qu'affaiblir la protection des civils. La proposition américaine pourrait également être bloquée par certains membres permanents du Conseil de sécurité, comme la Russie, alliée du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a lancé lundi une mise en garde contre toute mesure susceptible d'entraver l'armée soudanaise. Au Tchad, l'extraction de sable dans des carrières qui longent le fleuve Chari met en péril le cours d'eau et l'environnement autour. C'est pour cette raison que le ministère des Mines a interdit l'activité. Mais vous allez le voir, cette décision ne plaît pas à tout le monde. Reportage d'Harold Girard. Sur le bord du fleuve Chari, les dégâts de l'extraction continue du sable sont visibles. Des centaines de creusets déséquilibrent le lit du cours d'eau et même si quelques machines sont encore actives, la grande majorité des extracteurs respectent l'interdiction de l'État. Je ne comprends pas ce qui pourrait constituer une bonne raison d'arrêter l'extraction dans ces carrières. C'est un travail très répandu qui nourrit beaucoup de familles. Comment les gens qui travaillent ici d'habitude vont-ils s'en sortir? Les ouvriers et même les propriétaires d'engins seront en grande difficulté. Le ministère des Mines, qui a lui-même décidé cette interdiction, perçoit pourtant des taxes auprès des entreprises qui extraient le sable. Pourtant, les dégâts sur la biodiversité sont bien réels. Nous suivons sur une autre rive Ghislain Binda, spécialiste des questions environnementales. Tout ça, ce sont les alimentations de nos animaux aquatiques. Or, pour pouvoir creuser, ils sont obligés d'enlever, de désherber, tout ça. Il y a également des nutriments à l'intérieur du fleuve qui sont destinés à l'alimentation des poissons, des hippopotames, etc. Mais lorsqu'on fait des creusets, on essaie de perturber cet équilibre-là. Et donc, les animaux n'auront plus leur source d'approvisionnement. À quelques kilomètres du bord du fleuve, nous retrouvons Abdel Rassoul Ousmane, là où lui et d'autres commerçants de la zone stockent leur sable. C'est aussi depuis ce lieu que les clients achètent la matière première pour leur chantier. Le stock que tu vois ici, si l'interdiction continue, il ne durera que 3 mois au maximum. Mais sans ce sable, comment les gens vont construire? Des immeubles, des maisons ou autre chose, comment vont-ils faire? Leur sable est indispensable pour ça. Plusieurs extracteurs de sable nous confient avoir engagé des pourparlers avec le gouvernement quand le ministère des Mines, de son côté, affirme vouloir maintenir l'interdiction le plus longtemps possible le long du fleuve Chari et orienter les entreprises vers d'autres cours d'eau ainsi que des zones semi-humides à l'intérieur du pays. On part à présent au Sénégal à la découverte d'un établissement d'excellence, l'école Mariama Ba, située sur l'île de Gorée, au large de Dakar. Cet établissement réservé aux filles accueille, après un concours très sélectif, les meilleurs élèves venus de tout le pays. Et la particularité de cet établissement, donner à ces jeunes filles les moyens de s'affirmer et de devenir les leaders de demain. Awa Diouf. Venues des 4 coins du Sénégal, ces jeunes filles ont réussi un concours d'entrée exigeant pour pouvoir étudier dans la prestigieuse école Mariama Ba. Cette école ne mise pas seulement sur les résultats scolaires. Les jeunes filles sont encouragées à prendre la parole et à développer leur confiance en elles. Je suis entrée ici en étant toute timide. Je n'osais même pas lever la main en classe. Imaginez. Je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Donc voilà. Mais à force de faire des clubs, etc., à force d'interagir avec les gens, à force d'écouter les conseils, à force de lire également, de m'exprimer, j'ai appris à être une leader, si je peux dire ainsi. Au Sénégal, malgré d'importants progrès dans l'accès à l'éducation des filles,
Seuls 20% d'entre elles poursuivent leur scolarité jusqu'à la fin du secondaire. Au Sénégal, la mentalité des gens reste très sévère par rapport à l'indépendance des femmes, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, ou même juste en fait de voir des femmes devant. Ça reste très compliqué, je pense, pour la mentalité sénégalaise, que ce soit celle des hommes ou bien juste celle des anciennes générations, on va dire. À l'école Mariam Abba, les élèves sont encouragés à remettre en question les normes qui peuvent freiner l'émancipation des femmes. Un apprentissage que la directrice de l'établissement considère comme essentiel. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'obstacles par rapport à l'émancipation des femmes. Et justement, je pense que la première règle de vie que nous apprenons à ces filles-là, c'est qu'elles doivent se départir de tous ces préjugés-là, s'affirmer, montrer leur leadership partout où elles seront. Les anciennes élèves devenues médecins, juristes, scientifiques ou encore responsables politiques, cette école d'excellence prépare cette nouvelle génération à devenir les leaders de demain. La fête du Maoulid an-Nabawi. Les musulmans célèbrent ce soir et demain la naissance du prophète Mohammed. À chaque pays, ses traditions. En Tunisie, c'est la tradition du Stambeli qui est mise à l'honneur. Des fidèles traversent la Casbah de Tunis et visitent les mausolées de chaque saint patron en accomplissant des processions mystiques. Écoutez. La procession du Maoulid débute au mausolée Sidi Marez, qui a une importance particulière, jusqu'au mausolée Sidi Ben Arous. La procession défile à travers les marchés et la Médina et crée une atmosphère magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que les musiciens viennent de différentes régions. Ils sont originaires de Tozeur, de Nefta ou encore de Sfax. Tous se rassemblent au nom de l'art du Stambeli. C'est vraiment unique. Voilà, et on va donc se quitter sur ces images de célébration en Tunisie. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.